Bonsoir, ravi de vous retrouver dans le 7-8. Nous sommes le mardi 21 novembre. Voici les titres. La 39e campagne hivernale des Restos du Cœur a démarré ce mardi, mais l'association qui a distribué plus de 2,5 millions de repas dans les Yvelines l'an dernier devra pour la première fois de son histoire restreindre le nombre de bénéficiaires, la cause des difficultés financières, focus sur une antenne Attrape. À 9 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, Pôle emploi Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris 2024 et ses partenaires ont organisé un job dating au Vélodrome national. CDI, CDD ou emploi saisonnier, plusieurs opportunités étaient à saisir auprès d'une quarantaine d'entreprises. Nous reviendrons sur cet événement. Le concours de chant Tremplin des Voix revient pour une 9e édition. Ce week-end avaient lieu des auditions pour se qualifier pour la demi-finale. On a suivi quelques candidats. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission, ce sera François de Mazières, le maire de Versailles. Il avait cofondé en 2008 Histoire de lire qui revient avec une 16e édition les 25 et 26 novembre prochains et réunira cette année plus de 190 auteurs. Et en plateau avec moi, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Régine. Journaliste de la rédaction de TV78. Alors dans quelques instants, vous allez nous présenter les informations en bref à retenir de ce mardi dans les Yvelines. Mais pour le moment, je vous propose de prendre la direction de Trappes. Je vous le disais tout à l'heure, dans les titres, la 39e campagne hivernale des Restos du Cœur a démarré ce mardi, mais touchée de plein fouet par l'inflation et la hausse de la précarité, l'association sera contrainte de refuser des bénéficiaires cet hiver. C'est notamment le cas de ce relais à Trappes où ils craignent de ne pas pouvoir aider tout le monde. Un reportage de Mathilde Francou. 10 heures, le relais des Restos du Cœur de Trappes est en pleine préparation. C'est le début de la campagne d'hiver. Il faut trier, organiser et disposer les aliments pour faciliter la distribution aux familles. Conserves, pâtes, farine, sucre, légumes. Pour l'instant, à Trappes, les stocks sont là, mais la crainte du manque n'est pas loin. Pour l'instant, on y arrive encore, mais nos ramasses magasins, on travaille avec des magasins, baissent quand même pas mal. Et du coup, ça oblige les Restos du Cœur à acheter de plus en plus de produits. Et effectivement, on s'attend à un moment donné à ce que les restos n'arrivent plus à acheter. Ça leur coûte très cher et on sera obligé d'impacter ça sur les familles que l'on accueille. À Trappes, 500 familles se sont inscrites pour cet hiver. Selon Olga, c'est un chiffre déjà conséquent pour un début de campagne. En raison également de l'inflation, elle a vu une quarantaine de nouvelles familles venir s'inscrire cette année. Une situation qui se reflète au niveau départemental. Il y a deux choses. Il y a effectivement qu'on va être obligé avec les décisions du national de refuser des familles puisqu'ils ne vont plus rentrer dans notre barème. Et ça, c'est quand même toujours quelque chose de difficile pour les bénévoles de devoir dire non, de devoir dire aux familles, on peut vous aider sur d'autres choses, mais pas sur l'aide alimentaire. Et puis ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement quel pourcentage de nouvelles familles on va voir arriver. Dans les Yvelines, les Restos du Cœur ont constaté une aggravation de la précarité et une forte augmentation du nombre de personnes accueillies. Entre 2022 et 2023, plus de 2,5 millions de repas ont été distribués, c'est 600 000 repas de plus. Et pour cet hiver, le doute persiste concernant l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Dans ce relais, à Trappes, la file d'attente est longue. Ça fait 6 mois que je viens ici parce qu'on n'arrive pas en fait avec 4 enfants et je travaille pas et c'est pas facile. C'est très difficile pour moi. Donc là, je touche que les allocations handicapées et puis voilà. Donc j'arrive pas avec j'ai 3 enfants, avec le loyer, les charges et tout. C'est vraiment difficile. Hein. C'est très difficile. Ça a beaucoup changé depuis l'arrivée du Covid et puis voilà quoi. Donc ça a tout changé. Je suis sans papier. J'ai besoin d'aide. Je travaille, mais tu sais, avec le loyer, tout ça, c'est trop cher. Cette 39e campagne des Restos du Cœur s'ouvre ainsi sur de grandes incertitudes autour des chiffres de fréquentation. Les premières tendances laissent à penser que la vague ne faiblit pas. Pour faire face, l'association a demandé au gouvernement un coup de pouce de 50 millions d'euros supplémentaires. Et désormais, un tout autre sujet. Aujourd'hui, Pôle emploi Saint-Quentin en Yvelines Paris 2024 et ses partenaires ont lancé la 2e édition des Jeux Recrutent, un job dating XXL pour trouver un emploi pendant et après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Plusieurs opportunités étaient à saisir au Vélodrome national, en passant notamment par la sécurité privée, l'hôtellerie-restauration ou encore le secteur du transport logistique. Notre journaliste Clara De Frutos était sur place. Regardez.
700, c'est le nombre d'emplois qui étaient à pourvoir aujourd'hui pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. De 10h à 17h, 40 entreprises, toutes impliquées dans les Jeux, étaient sur place pour présenter et proposer des opportunités. Ces offres, elles concernent les domaines de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, du sport événementiel, de la sécurité, de la propreté et recyclage et des transports logistiques énergie. J'ai d'ailleurs rencontré 2 entreprises qui étaient présentes ici aujourd'hui. On les écoute. On recherche 6000 postes pour l'ensemble des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le domaine de la restauration. On rencontre des personnes qui recherchent, on leur explique justement ce que l'on recherche et on recueille leur CV de manière électronique puisqu'on a une équipe de recrutement dédiée qui va les recontacter ensuite pour recruter. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Des agents de sécurité masculins, féminins, tout type d'agents qui pourraient être amenés à travailler avec nous sur les Jeux Olympiques par exemple. Alors on a tous les types de contrats. Extra, CDD, CDI. CDD, CDI, en passant par des emplois saisonniers, tout type de contrat était à décrocher, le tout en ayant ou pas des qualifications. Le but était clair, faire des Jeux Olympiques et Paralympiques une opportunité pour toutes et tous. Au total, plus de 2000 personnes étaient attendues aujourd'hui. J'en ai rencontré plusieurs, on les écoute tout de suite. J'ai pu laisser mon CV, parce que moi je suis en reconversion professionnelle pour les travailleurs handicapés. J'ai pas mal de petites opportunités, mais il faut que j'aille sur les sites internet directement. En ce moment, je recherche un emploi. Je cherche en attendant d'autres pistes et je suis ouvert au plus de choses possibles dans mes compétences. Si vous avez raté cette journée, rassurez-vous, vous pouvez retrouver plusieurs offres d'emploi pour les Jeux Olympiques et Paralympiques sur pôle emploi.fr ou emploi2024.fr. Le point à présent sur l'actualité en bref de ce mardi dans les Yvelines. Et on commence avec cette information. Gabrielle, un 3e satellite yvelinois sera bientôt mis en orbite. Oui, c'est une nouvelle prouesse scientifique pour les chercheurs de l'université de Versailles-Saint-Quentin. En Yvelines, un nouveau satellite va être envoyé dans l'espace. Lancement prévu pour 2025 et il s'agit du 3e mini-satellite conçu et piloté par le LATMOS, le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale. L'objectif de ce satellite nommé UVSQ-SAT-NG, étudier le dérèglement climatique, en particulier le bilan radiatif de la Terre. Les données seront ensuite collectées à Guyancourt par le LATMOS. L'opération est menée à la fois par l'UVSQ, Sorbonne Université et le CNRS. Et un rendez-vous plus terre à terre maintenant, mais pas moins attendu. La 3e édition du prix du livre Les Visionnaires fait son grand retour. Oui Régine, cette année encore, le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines propose une sélection de fiction portant un regard singulier sur notre monde et traitant des interrogations d'aujourd'hui. 3 romans sont en compétition pour cette nouvelle édition. Les terres animales de Laurent Petit-Mangin, Panorama de Lilia Hassen et enfin Rocky Dernier Rivage de Thomas Ginzin. Vous avez jusqu'au 26 avril 2024 pour voter pour votre roman préféré. Rendez-vous donc sur le site internet de Saint-Quentin en Yvelines. Et on va parler de sport, notamment avec l'arrivée de Louis Burton et de Davy Baudard en Martinique. Oui, depuis ce dimanche 19 novembre, les arrivées se succèdent pour les IMOCA sur la Transat Jacques Vabre. Après 2 semaines en mer, le skipper rambolitain Louis Burton, accompagné de Davy Baudard, est arrivé cet après-midi à 16h58 et 23 secondes à bord de Bureau-Vallée. Il se positionne donc 16e au classement général. Prochain rendez-vous pour le skipper, le Vendée Globe l'année prochaine. Et on poursuit avec du basket. L'équipe des Spurs du natif du Chénet Rocancourt, Victor Wembanyama, a encaissé sa 9e défaite consécutive. Oui, hier soir, les Spurs de San Antonio affrontaient les Los Angeles Clippers. À l'issue du match, les Texans sont repartis avec une 9e défaite de suite dans leur valise. L'équipe conserve donc sa dernière place au classement de la Conférence Ouest. De son côté, Victor Wembanyama s'est montré discret avec seulement 9 points, 3 rebonds, 4 passes et 2 contres. Nouvelle soirée difficile donc pour l'équipe. Prochain match pour les Spurs dans la nuit de mercredi à jeudi où ils recevront à nouveau les Clippers de Los Angeles. Eh bien, merci beaucoup Gabrielle. Et si vous aussi vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. C'est l'heure à présent d'ouvrir une page culture.
Et on va désormais prendre la direction de la Verrière. La semaine dernière se tenait la soirée des écrivains persécutés, un événement autour de la liberté d'expression dans le monde. À cette occasion, nous avons rencontré Masbas, un auteur-compositeur de la République démocratique du Congo. Il a livré son témoignage à Aurélie Lafeil. J'ai quitté le pays suite à plusieurs menaces et agressions par rapport à notre engagement qu'on avait. Et puis j'ai été agressé, arrêté, menacé, torturé. C'est ce qui a fait que je puisse quitter la RDC pour rejoindre l'Europe en 2015. L'atelier des artistes en exil, déjà, ils soutiennent des artistes, premièrement dans leur démarche administrative et dans ce qui concerne les logements. Et puis, ils font de sorte que l'artiste garde son cadre artistique, qu'il soit à l'aise en fait. Donc, ils nous offrent des studios d'enregistrement, des lieux de répétition. J'ai un groupe comme vous voyez là, c'est écrit MPV, c'est mon groupe, MPV Band. MPV qui veut dire trance. Quand on fait notre musique, on est vraiment en trance. Et puis c'est grâce à eux que je suis devant vous, là ce soir. Porter la voix des sans-voix, parce que la RDC c'est un pays qui est en guerre depuis plusieurs décennies. Tout le monde font semblant de voir, mais de ne pas regarder ce qui se passe. Et il y a des gens qui n'en parlent pas. Parce que là, on est à plus de 18 millions de morts. C'est plus que la guerre mondiale. Et nous, les artistes, on est là pour porter la voix de ces populations-là. Plus de 400 inscriptions, un nombre encore jamais vu par les organisateurs du Tremplin des Voix, le concours de chant yvelinois porté par la Voix en scène. Ce week-end se tenaient les auditions à Saint-Germain-en-Laye et Manille-les-Hameaux. 50 candidats ont été choisis par le jury pour les demi-finales. Un reportage de Mélanie Poquet. Quelques minutes pour défendre sa place, donner de la voix pour partir en demi-finale. Kimra est de cela. Elle est le coup de cœur de sa session, des coups de cœur mis en place par les équipes du Tremplin des Voix pour départager les 130 candidats auditionnés ce week-end. Ça s'est bien passé. Au départ, j'étais un peu stressée parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que faire quelque chose en guitare-voix quand on a un silence complet, on entend chaque petite chose qui se passe, on ne fait pas forcément de balance. Là, on arrive directement. Il m'a dit que je chantais bien, que j'avais fait une belle performance et que je pouvais continuer. 3 catégories, interprète 17 ans et moins, interprète 18 ans et plus et auteur, compositeur, interprète, départagés par un jury de professionnels. On a le critère de la présence scénique, de la technique vocale, on a aussi l'originalité, en fait, la personnalité du candidat qui peut beaucoup se démarquer. Et après, on a aussi toute une partie sur l'interprétation de la chanson. Et difficile de savoir ce qui se démarque, on essaie d'être le plus juste possible. 50 d'entre eux partent en demi-finale, une 9e saison qui a dépassé les espérances des organisateurs. 400 candidats se sont inscrits, loin devant les 250 de l'année précédente. Voilà qui je suis, voilà même si mise à nu c'est fini. Dès l'ouverture des inscriptions en juillet, en une semaine, je crois qu'on était déjà à 50 candidatures. En moins d'un mois, on était déjà à 100 inscrits, donc c'était assez impressionnant. Prochain rendez-vous pour les candidats heureux, ce samedi 25 novembre à la salle Jacques Brel, puis le jury prendra la direction de la réunion pour continuer les sélections.
Comme chaque mardi, une salle du territoire vous donne 3 raisons d'aller voir sa prochaine date. Ce soir, la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux nous donne 3 raisons d'aller voir À fleur d'oignon, une pièce de théâtre pleine de poésie, pour vous convaincre. José Cachin au micro de Mathilde Francou. Bonjour, José Cachin, je suis maire adjoint délégué à la culture et à l'événementiel à Montigny-le-Bretonneux. Si je suis devant vous, c'est simplement pour vous donner 3 bonnes raisons d'aller assister à un spectacle qui s'intitule À fleur d'oignon. La première raison, c'est que cette pièce de théâtre rend hommage aux comédies sociales de Charlie Chaplin et de Buster Keaton. La deuxième raison, c'est que c'est un univers de magie et de tendresse. Et ça, on en a bien besoin de nos jours. Et la troisième raison, c'est que c'est une plongée, l'espace d'une soirée, dans les années 30, avec un univers absolument poétique. Et comme le dit très bien Jean-Pierre Siméon, qui est poète lui aussi, c'est certainement la poésie qui sauvera le monde. Alors autorisons-nous, l'espace d'une soirée, à y croire. Alors, si vous êtes convaincu par ces 3 arguments, moi je vous invite fortement à venir assister à Fleur d'oignon, cette magnifique pièce de théâtre qui se déroulera le mardi 28 novembre à 20h30 à la salle Jacques Brel. Allez, juste avant l'invité du 7-8, je vous propose de faire le point sur les prévisions météo de demain. Demain matin, le soleil reviendra timidement. On pourra observer des éclaircies sur tout le territoire. Au niveau des températures, il fera 5 degrés à Versailles, Rambouillet et Houdan et 6 degrés à Mantes-la-Jolie. Dans l'après-midi, le soleil dominera la partie sud du département. En revanche, le ciel sera voilé sur toute la partie nord. Côté température, comptez en moyenne entre 8 et 9 degrés sur tout le territoire. Et demain, nous fêterons la Saint-Cécile. Tout de suite, l'invité du 7-8. D'histoire revient à Versailles. Les passionnés de romans, d'essais ou encore de bandes dessinées ont rendez-vous le week-end du 25 et 26 novembre. Pour en parler avec nous, François Demazière, le maire de la ville royale, c'est l'invité du 7-8. Dans quelques jours, Versailles va accueillir le Salon du livre d'histoire. Ça se passera le week-end du 25 et du 26 novembre. C'est un événement qui a été fondé il y a 16 ans par le président de l'association Histoire de lire et par le maire de Versailles qui est avec nous, François Demazière. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un événement devenu important pour la ville, ce Salon du livre d'histoire, je suppose. Ah, tout à fait. C'est un événement qu'on souhaitait avec Étienne de Montetti faire et dès que j'ai été élu maire, nous l'avons mis en place parce qu'il correspond à l'image de Versailles. Versailles, c'est une ville-histoire avec son château et aussi ses très beaux quartiers historiques. Et naturellement, j'avais envie, et Étienne de Montetti bien évidemment, c'est les directeurs de Figaro littéraire, comme vous savez, c'est de développer la lecture. Parce que la lecture, c'est la base de la culture pour tous. Et à Versailles, il y a une tradition de lecture qui est importante, mais on voulait encore l'amplifier. Voilà, donc c'est la conjugaison de ces 2 volontés, c'est à la fois parler de l'histoire que notre ville incarne et également développer la lecture. L'objectif, c'est de rendre l'histoire et la lecture plus accessibles à un large public. Absolument. Et on voit le livre historique s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a un lectorat fidèle qui apprécie pouvoir à la fois le plaisir de la lecture et puis quoi de plus passionnant que de découvrir des biographies et de découvrir une époque à travers la lecture. Et alors d'année en année, ce salon s'agrandit. Cette année, pour cette 16e édition, il y a environ 190 auteurs. C'est un moment de rencontre, d'échange pour eux? Oui, absolument. Et on a beaucoup développé aussi à côté, évidemment, de la présence des auteurs et de la signature, puisque traditionnellement, dans les salons du livre, vous avez les auteurs qui sont là et qui mettent des dédicaces. Et on a d'ailleurs choisi de faire ce salon quelques jours avant Noël, parce que c'est une occasion de beaux cadeaux. Voilà.
Mais on l'a développé alors d'abord vers les enfants. Il y a donc la présence d'une tente, une grande tente dédiée aux enfants qui est devant la ville de Versailles, devant la mairie de Versailles, c'est symbolique. Et alors quels seront les auteurs les plus connus qui seront présents ? Alors il y aura beaucoup d'auteurs connus, mais alors vous avez plusieurs catégories. Vous avez les auteurs qui sont par exemple des grands hommes politiques, donc Alain Juppé sera là. Alain Juppé, j'aurai l'occasion d'ailleurs... Ça devient un rendez-vous un peu pour lui. Oui, bien sûr. Chaque année, on revoit des grands politiques qui aiment écrire ou on revoit surtout des historiens, bien sûr. Parce que le principe, c'est les livres qui ont été publiés dans l'année. Or, vous avez des historiens comme Petit-Fils également, qui sont assez incroyables. Ils arrivent à faire un livre tous les 2 ans. Et pourtant, des livres qui sont extrêmement fouillés, très riches sur le plan historique. Puis vous avez aussi des journalistes. Cette année, vous avez Anne Cotta, qui a été une journaliste essentielle de la Ve République, qui a écrit un livre sur la Ve République. Et vous avez aussi, bien sûr, des artistes. Je pense à Laurent Deutsch, par exemple, qui vient souvent, ou des gens qui ont des profils atypiques comme Christophe Barbier, qui est entre le grand spécialiste politique, grand journaliste spécialiste politique, et également amateur fou de théâtre, qui écrit tantôt un livre sur le théâtre, tantôt un livre sur l'histoire politique. Voilà. Après, vous avez les nouveautés de l'année. Et ça, quelles sont-elles alors, ces nouveautés? Les nouveautés de l'année, alors je n'ai pas le programme détaillé en tête, mais par exemple Amine Malouf, qui est tout de même une très grande figure aujourd'hui la littérature, qui sera là parce qu'il vient d'écrire un ouvrage. Alors, il y a 6 ans, vous avez lancé le prix YouTuber d'histoire. Oui. Quelles sont les vidéos qui ont été sélectionnées cette année? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce prix YouTuber de l'histoire? Alors, le prix YouTuber de l'histoire, moi-même, j'ai été le premier surpris à voir ce qui existait aujourd'hui sur YouTube autour des initiatives prises par des passionnés d'histoire qui utilisent YouTube pour mettre des émissions, alors généralement assez courtes, mais qui sont remarquablement bien faites. Et donc il y a une communauté très importante qui s'est créée autour des YouTubeurs passionnés d'histoire. Et alors moi je ne suis pas un spécialiste de YouTube, je vous dis très honnêtement, et donc j'ai plutôt eu le plaisir de la découverte, j'aurai encore le plaisir de la découverte, ouais. Des gens qui ont des initiatives passionnantes en ce domaine, et souvent avec beaucoup d'humour d'ailleurs, et une façon de présenter l'histoire qui permet d'étendre les publics. Et c'est ça aussi la volonté. Ça permet d'attirer les jeunes. D'attirer les jeunes, d'attirer un autre public. Et c'est notre souci, que ce soit vis-à-vis des jeunes. Il y a aussi des opérations qui sont dans les lycées. À l'occasion de ce festival, il y aura 2 présentations de films aussi. Vous voyez, qu'on parle de l'histoire un peu sous différents supports, mais toujours tout de même avec ce primat accordé au livre, parce que le livre, c'est la conservation, c'est la mémoire collective en fait. Et la nouveauté cette année, c'est la dictée de Versailles. Pourquoi mettre en place une dictée pour le Salon du Livre d'Histoire? Parce que nous avons ici une association qui depuis longtemps fait, si vous voulez, des dictées très bien organisées et qui a du succès. Et là, on a décidé, si vous voulez, on a proposé à cette association de conjuguer le jour de la dictée qu'ils avaient l'habitude d'organiser avec la manifestation Histoire de lire. Donc il y a plusieurs rendez-vous qui vont aussi se succéder. Il va y avoir des conférences, des débats, mais aussi la projection de 2 films. Vous en avez un petit peu parlé. Il va y avoir Napoléon le mardi 21 novembre et Jeanne du Barry jeudi 23 novembre. Là aussi, c'est important de projeter des films d'histoire. Là, c'est des avant-premières, donc c'est l'occasion, si vous voulez, de même que ce festival Histoire de lire met en avant les dernières productions littéraires sur le thème de l'histoire, et bien là, puisqu'il y a 2 films qui sont des films de grand public qui viennent de sortir, qui vont sortir sur l'histoire, c'était l'occasion de pouvoir les diffuser.
Eh bien, merci beaucoup François Demazère d'avoir répondu à nos questions. Alors si vous êtes intéressé, notez-le bien dans vos agendas. Le Salon du Livre d'Histoire, c'est le week-end du 25 et 26 novembre à l'Hôtel de Ville de Versailles, à la Préfecture des Yvelines, à l'Hôtel du Département et à l'Hôtel du Barry. Le billet est au prix de 2 € et il est valable 2 jours. Vous retrouverez le programme complet sur le site internet histoiredelire.fr. Et c'est la fin de ce 7-8. Demain, vous retrouverez Mathilde Francou à la présentation. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur TV78.